Merci. Donc je vous propose très rapidement de faire un petit point sur les actualités 2019 sur la viscoélastométrie. Et puis ensuite, donc, on verra les applications cliniques. Donc un petit rappel sur la viscoélastométrie que vous connaissez dans la grande majorité. C'est une technique très très ancienne qui date de 1950 et qui a été développée initialement à visée de recherche. Donc elle était uniquement dans les laboratoires de recherche. L'idée, c'était d'étudier les propriétés viscoélastiques du caillot en sang total, in vitro, et pour essayer d'en déduire des informations. Donc on va avoir une petite cupule, c'est pas le bon élément, c'est ça la lumière? C'est ça. On a une petite cupule chauffée dans laquelle on va déposer du sang total, dans laquelle est plongé un axe, et puis cette cupule va avoir un mouvement rotatoire de droite et de gauche, et lorsque le caillot va commencer à se former, il va adhérer à la cupule et à l'axe, et donc il va entraîner une rotation de l'axe. Et l'amplitude de rotation de l'axe va être le reflet de la viscosité du sang qui va donc augmenter au fur et à mesure de la formation du caillot. Cet axe, il est relié à un système de détection qui va permettre d'obtenir un tracé qui est évidemment donc le reflet de la formation de l'ensemble du caillot, de l'initiation au moment où le sang il est encore liquide, puis la cinétique de formation du caillot, la stabilisation où on obtient l'amplitude maximale du caillot et puis sa destruction naturelle par le système fibrinolytique. Donc ça, c'est la théorie, le concept développé dans les années 50. Et puis, au cours des dernières années, on a vu des modifications technologiques majeures, d'une part sur la viscoélastométrie et dans l'utilisation des dispositifs d'autre part, puisque d'une technique qui était dédiée à la recherche uniquement dans quelques laboratoires spécialisés, on est passé à une technique dédiée au lit du patient et utilisable par tous. Donc on a une vraie évolution de cette technologie. Alors quand on appelle le terme viscoélastométrie, finalement c'est tout un ensemble. Donc voici les trois automates actuellement commercialisés, les trois principaux automates actuellement commercialisés en 2019, qui fonctionnent tous sur le même principe, c'est-à-dire des cartouches extrêmement simples d'emploi. Elles fonctionnent comme des Nespresso, ces machines. On a juste à clipper le tube de sang. Comment ? C'est ça. On a juste à clipper le tube de sang. C'est des cartouches qui sont conservées à température ambiante. Clipper le tube de sang, enclencher la cartouche, appuyer sur Start et ça démarre. Donc c'est vraiment dédié à la biologie délocalisée. C'est très simple d'emploi et c'est très facile. Donc ta diplomatie. On a une vraie évolution technologique puisque donc autant le Rotem est resté relativement proche de la technologie initiale puisqu'on a encore une cupule avec du sang chauffé et un axe qui est plongé dedans, sauf que là c'est l'axe qui a un système rotatoire. En revanche, le TEG a une vraie évolution sur sa dernière version, donc le TEG 6 par rapport au TEG précédent, puisque là on va avoir une détection du caillot qui se fait par résonance. Donc on va exposer l'échantillon sanguin à une vibration fixe et on va mesurer le déplacement vertical du ménisque de la goutte de sang. Et ce déplacement, il est fonction de la viscosité du sang. Donc on a complètement abandonné le système cupule-axe. Et puis sur le dernier arrivé sur le marché, le Cantra, là on va détecter la formation du caillot par un système d'ultrasons. Donc on va exposer l'échantillon sanguin à des ultrasons et on va mesurer l'écho renvoyé par cet échantillon de sang. Et en fonction de l'écho renvoyé, on va en déduire la viscosité du caillot. Et dans tous les cas, on va aboutir à la formation d'un tracé. Alors toutes ces cartouches, eh bien, elles ont en général 4 canaux, donc 4 activateurs différents. Et vous avez vu qu'on va pouvoir avoir des informations sur le temps de coagulation, la cinétique de formation du caillot, l'amplitude, la lyse. Donc si on fait 4 canaux fois 5 paramètres, eh bien, on aura une vingtaine de résultats à interpréter à chaque fois qu'on va lancer un test viscoélastique. Donc c'est relativement compliqué. Je vous propose de vous focaliser sur les 5 paramètres qu'on utilise le plus souvent en pratique clinique. D'abord, le premier paramètre qu'on va recueillir, alors tous ces tests sont simultanés, je les détaille forcément l'un après l'autre, mais tous ces paramètres, on va les avoir simultanément puisque c'est une cartouche avec 4 canaux. Donc le premier test, finalement, c'est qu'on va activer la coagulation par la voie intrinsèque et on va mesurer le temps de coagulation. Donc pour simplifier les choses, c'est comme un TCA. Sauf que le TCA, nous, on le fait uniquement sur du plasma, alors que là, on va faire un TCA en sang total. Je vous ai mis les équivalents à chaque fois des noms des tests qui étaient réalisés avec les différents dispositifs, et je me suis trompée, puisque là, ce n'est pas le CT INTEM, pas CT EPTEM, mais c'est le CT INTEM. Donc on active la voie de la coagulation par soit du kaolin, comme
comme dans un TCA, et on va regarder la formation de ce caillot. Et comme pour un TCA, on va essayer de raisonner de la même manière, c'est-à-dire que si on a un temps de coagulation qui est allongé, ça peut être soit un déficit en facteur de la coagulation, soit la présence d'héparine. Et tous les dispositifs vont proposer un test qui va être fait simultanément, qui va conclure sur l'absence ou la présence d'héparine, puisqu'on va faire le même test, mais là on va rajouter dans le réactif une héparinase. Donc on va mettre un réactif qui va inhiber l'héparine, et ce qu'on attend, c'est un raccourcissement du temps de coagulation lorsqu'on rajoute de l'héparinase dans le test. Soit ce calcul il est fait immédiatement, soit c'est un calcul que vous allez faire à la paillasse, et il y a des publications qui ont établi les seuils qui permettent de conclure sur l'absence ou la présence d'héparine. En général, on fait un ratio sur le temps obtenu sans héparinase et le temps obtenu avec héparinase, et par exemple, si on est supérieur à la 2, là, avec le TEG, on va conclure qu'on est en présence d'héparine, et donc éventuellement, ça peut guider l'administration de protamine. Ensuite, donc là, on a un test qui nous permet de dire le temps de coagulation d'héparine, oui, non. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer la fermeté du caillot. C'est-à-dire qu'on va activer fortement la coagulation avec du facteur tissulaire, qui est un puissant activateur de la coagulation. C'est le même pour les trois dispositifs. Et puis, on va attendre la formation de l'amplitude maximale du caillot. Et on va mesurer cette amplitude, qui va être une amplitude qui va être mesurée en millimètres, selon les différents systèmes. Il est décrit pour les trois systèmes que cette amplitude de caillot, elle est fonction de deux paramètres principaux qui sont le fibrinogène et les plaquettes. Moi, au laboratoire, je n'ai pas de test équivalent. Donc, si vous avez une diminution de cette amplitude de caillot, vous avez un caillot qui n'est pas assez gros, qui est formé finalement, on va mettre en cause soit le fibrinogène, soit les plaquettes. Et là, on a un deuxième test qui va vous permettre de faire le tri. C'est ce qu'on appelle le dosage du fibrinogène fonctionnel. C'est-à-dire qu'on va faire exactement le même test que précédemment. On va essayer de former un caillot en activant puissamment la coagulation, sauf qu'on va inhiber les plaquettes. Donc forcément, le caillot qui va se former, il ne reste plus qu'être dépendant de la quantité de fibrinogène qu'il y a qui est capable de former ce caillot. Donc l'inhibition des plaquettes, elle se fait par un antiplaquettaire qui est différent en fonction des dispositifs. Et là, on va mesurer l'amplitude du caillot formé en présence d'un inhibiteur des plaquettes. Si ce caillot formé avec inhibiteur des plaquettes, donc uniquement dépendant du fibrinogène, il est de taille diminuée par rapport aux valeurs normales, on va mettre en cause donc le fibrinogène. À noter, donc ça c'est un argument qui est souvent mis en avant dans la viscoélastométrie, c'est de dire mais nous on dose le fibrinogène fonctionnel. Je vous rassure, au laboratoire, je dose aussi le fibrinogène fonctionnel. On vous rend un résultat en grammes par litre, donc on a l'impression que c'est une quantification, mais en réalité on fait également un dosage qualitatif. On fait aussi un caillot lorsqu'on dose le fibrinogène. Et du coup, certains auteurs ont rapporté qu'en faisant la différence entre le caillot total et le caillot obtenu en inhibant les plaquettes, eh bien, on pouvait déduire la part de contribution des plaquettes à la formation du caillot. Donc, la différence entre le caillot total formé et le caillot avec inhibiteur des plaquettes, donc le caillot du fibrinogène, permettrait de dire quelle est la part responsable des plaquettes dans la fabrication du caillot. Mais cette étude de 2015 rapportait que finalement le calcul de la contribution des plaquettes à partir de l'amplitude, elle pouvait conduire à une interprétation erronée sur le rôle des plaquettes dans la constitution du caillot, et qu'il valait mieux raisonner à partir de l'amplitude. En fait, la fermeté du caillot ou l'amplitude du caillot, c'est un paramètre arbitraire qui est reporté sur une échelle arbitraire qui va de 0 à 100, qui est exprimé en millimètres, alors que l'élasticité, c'est un paramètre qui n'a pas d'échelle, qui est infini et qui n'a pas d'unité. Et Hartert, donc l'inventeur de la thromboélastographie, on peut reprendre sa formule initiale qui permet de calculer l'élasticité à partir de l'amplitude. C'est un calcul très simple qui est possible de faire à partir des paramètres obtenus. Et effectivement, si on regarde, donc là, on a la fermeté totale du caillot, donc l'amplitude totale du caillot. Là, on a l'amplitude liée au fibrinogène. Et on peut recalculer donc quelle est l'élasticité du caillot au total, l'élasticité du caillot FibTem. Et donc, il suffit de faire une simple soustraction pour voir quel est le rôle des plaquettes dans cette histoire. Et là, si on le calcule, on va avoir un paramètre, donc une élasticité qui est à 150, ce qui veut dire qu'on aurait 88% de la part du caillot formé qui serait liée aux plaquettes.
Donc ceci, ça a été évalué ensuite dans une étude. La question c'est, est-ce que cette contribution des plaquettes dans la formation du caillot, c'est le reflet du nombre de plaquettes, de la fonctionnalité des plaquettes ou des deux? Donc il y a cette étude qui a été réalisée sur 100 patients en utilisant le ROTEM, donc avec 113 résultats, 113 ROTEM qui ont été comparés avec la numération plaquettaire et puis l'étude des fonctions plaquettaires. On va étudier la réactivité des plaquettes, soit à l'ADP, soit au TRAP, donc un activateur des plaquettes via la thrombine. Donc là, ils ont calculé la contribution plaquettaire en utilisant l'élasticité, donc le paramètre qui semble le plus fiable. Et on observe que, effectivement, la contribution plaquettaire ROTEM calculée à partir du ROTEM, à partir de l'élasticité, elle est corrélée avec la numération plaquettaire, j'ai envie de dire heureusement. Elle est corrélée également avec la réactivité à l'ADP, avec un petit p qui est significatif, mais un coefficient de corrélation qui est quand même pas fabuleux. Et puis, il y a une corrélation qui est négligeable avec la réactivité au TRAP. Donc, les mêmes auteurs, ensuite, ont essayé de déterminer une contribution plaquettaire ROTEM qui permettait de prédire une hyporéactivité à l'ADP. Et ils ont établi le seuil de 142. Et pour eux, lié à l'excellente valeur prédictive négative, si on a une contribution plaquettaire calculée sur l'élasticité supérieure à 142, on peut ne pas passer de plaquette parce qu'on a une excellente valeur prédictive négative. En revanche, ce paramètre contribution plaquettaire ne peut pas guider l'administration de plaquettes, dans le sens indiquer l'administration de plaquettes, parce qu'on a une valeur prédictive positive qui est extrêmement faible. Et on a l'étude identique qui a été faite avec le Cantra. Alors le Cantra, il n'y a plus de notion d'élasticité ou d'amplitude. Lui, il va calculer directement ce paramètre contribution plaquettaire. Et on voit qu'on a exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'on a le même coefficient de corrélation, on a un coefficient de corrélation qui est un tout petit peu meilleur sur la réactivité à l'ADP et qui reste négligeable, en tout cas c'est ce que concluent les auteurs, en réaction au TRAP. Il semblerait que le paramètre contribution plaquettaire il soit expliqué pour 14 à 15% par la réaction plaquettaire à l'ADP, donc par la fonctionnalité à l'ADP, pour 25 à 36% par le nombre de plaquettes, mais pour 50 à 60%, il reste inconnu. Donc, dans les hypothèses qu'on peut mettre, c'est que le multiplate, il explore que la fonctionnalité plaquettaire sur 2 paramètres, il n'explore pas tout. Il y a de nombreuses voies d'activation et de nombreux récepteurs plaquettaires qui ne sont pas explorés là. Et puis, la deuxième hypothèse, c'est quand même de dire que le caillot qui est formé en viscoélastométrie, il contient aussi des globules rouges et des globules blancs qui vont contribuer aux propriétés physiques du caillot, et donc là, qui ne sont évidemment pas pris en compte quand on explore les plaquettes avec la biologie classique. Donc en conclusion, ces niveaux dispositifs, ils ont prouvé leur efficacité pour détecter un déficit global en facteur de la coagulation, détecter la présence d'héparine, détecter une hypofibrinogénémie. Sur la contribution plaquettaire, je pense qu'il faut encore prendre ça avec des pincettes, parce que vous avez vu qu'il y a 50 à 60% d'inconnus dans cette histoire. Et puis, rappel, on ne l'a pas abordé là, mais que sur ces tests, les tests standards de la viscoélastométrie, ça ne permet pas de détecter une dysfonction plaquettaire liée à un antiplaquettaire. Il y a des tests dédiés pour ça sur les viscoélastomètres, et ça ne permet pas de détecter un déficit en facteur de Villebrandt. Voilà, un petit point, une petite technique pure sur la viscoélastométrie en 2019. Question sur cette première partie. Est-ce que beaucoup d'entre vous disposent soit labo, soit du turbo-élastovin en routine? Ok. Juste une petite, du coup, ce que nous au niveau des plaquettes, enfin les CVC par exemple, donc si on fait un test viscoélastique quel qu'il soit, si on a une amplitude, enfin on a une amplitude maximale qui est conservée, enfin plutôt si elle est l'amplitude est
Donc ça peut détecter une thrombopénie liée à la consommation de plaquettes en CEC, mais ça ne peut pas détecter une dysfonction plaquettaire liée à la CEC. Alors là, les études sur la contribution plaquettaire, elles sont faites sur le ROTEM et sur le CANTRA. Je n'ai pas trouvé d'études sur le TEG, mais a priori, les choses sont identiques, puisqu'ils parlent aussi de contribution plaquettaire dans les papiers. Donc oui, si on trouve une diminution du caillot total avec un caillot fibrinogène qui est conservé, on peut mettre en cause les plaquettes, sans savoir si c'est ou les deux. Ça va être difficile de faire la part des choses, puisque pour 50% d'inconnus sur cette variation. Moi, c'est ce qui me gêne. Je me dis qu'on a encore 50% d'inconnus, donc c'est vrai qu'administrer des plaquettes sur un paramètre pour lequel il y a 50% d'inconnus sur la variabilité, ça me semble compliqué. Par contre, la valeur prédictive négative, je trouve qu'elle est intéressante. Sur une question techniquement un peu naïve, en pratique pure, il existe une réelle différence entre les mesures ROTEM, EPTEM, EXTEM, etc. versus ROTEM et plaquettes. Oui. Et c'est réellement beaucoup plus compliqué. Alors en technique pure, déjà tout ce qui est sur le ROTEM sigma, à ma connaissance, il n'y a pas le platelet mapping n'existe pas encore sur le ROTEM. C'est-à-dire qu'il faut passer sur la version antérieure du ROTEM pour étudier les fonctions plaquettaires. Et ça, c'est sur le ROTEM delta, qui était quand même pas très adapté à la délocalisation au lit du patient. Il y a quelques équipes qui l'utilisent et qui l'utilisent extrêmement bien, mais il faut une équipe très formée, très rodée et très habituée. Donc ça veut dire que si on fait du platelet mapping sur le ROTEM, il faut le faire peut-être plutôt encore au laboratoire, sauf Pour une équipe de laboratoire, est-ce que c'est une pratique qui peut être considérée comme courante ou qui reste exceptionnelle? La question sous-jacente, c'est qu'on a, on va dire, de 8h à 15h. Et au-delà de 15h, ça dépend quel est l'opérateur. Oui. Alors en pratique, c'est relativement compliqué à mettre en œuvre. Il faut une équipe rodée avec des techniciens rodés. Il faut un petit peu d'habitude aussi pour avoir une bonne reproductibilité. Donc effectivement, ça peut s'entendre en garde de ne pas le faire. C'était le sens de la question.